La chose est extrêmement répandue dans l'histoire de l'art. Il suffit d'aller au Louvre, vous verrez le tableau des ambassadeurs d'Holbein, et au pied de l'ambassadeur, fort bien constitué comme vous et moi, vous verrez sur le sol une espèce de forme allongée qui a à peu près la forme des œufs sur le plat, qui se présente avec un aspect énigmatique. Si vous ne savez pas qu'en vous plaçant sous un certain angle où le tableau lui-même disparaît sur son relief en raison des lignes de fuite de la perspective, vous voyez les choses se rassembler dans des formes dont je n'ai pas exactement à l'esprit lesquelles. Il s'agit d'une tête de mort et de quelques autres insignes de la vanitas, qui est un thème classique. C'est dans un tableau tout à fait bien, un tableau de commande des ambassadeurs d'Angleterre, qui ont dû être très contents de la peinture d'Holbein, et ce qui était au bas a dû aussi beaucoup les amuser. Ce phénomène, dites-vous que c'est daté. C'est au XVIe siècle et au XVIIe que les choses sont venues sur ce point à prendre l'aspect d'intérêt et même d'acuité, de fascination, tel qu'il existe dans une chapelle, et je ne sais plus si elle existe encore, construite sur l'ordre des Jésuites au temps de Descartes, tout un mur de 18 mètres de long qui représente une scène de vie des saints ou de crèche, où la chose est tout à fait illisible si vous êtes à un point quelconque de cette salle, et où elle ne va se rassembler et être lisible qu'à partir d'un certain couloir où vous entrez pour avoir accès à l'endroit, et où vous pouvez voir, dans un court instant si vous êtes en marche, se rassembler des lignes extraordinairement dispersées et qui vous donnent le corps de la scène. L'anamorphose que je voulais vous apporter ici est beaucoup moins volumineuse. Elle appartient à l'homme des collections auxquelles j'ai fait allusion. Il s'agit d'un cylindre poli qui a l'air d'un miroir et qui joue la fonction de miroir, et autour duquel vous mettez une sorte de bavette, c'est-à-dire une surface plane qui l'entoure, sur laquelle vous avez également les mêmes lignes inintelligibles. Quand vous êtes sous un certain angle, vous voyez surgir dans le miroir cylindrique l'image dont il s'agit. Celle-là est une très belle anamorphose d'un tableau de la crucifixion, imité de Rubens, et qui sort des lignes qui entourent le cylindre. Cet objet nécessite, je vous l'ai dit, pour avoir été forgé et pour avoir eu un sens nécessaire, toute une évolution préalable. Je dirais que derrière lui, il y a toute l'histoire de l'architecture, puis de la peinture, leur combinaison entre l'une et l'autre, l'impact, sous cette combinaison même, de quelque chose, pour parler d'une façon abrégée, qui fait qu'on peut définir l'architecture primitive comme quelque chose d'organisé autour d'un vide. C'est le vrai sens de toute architecture. Et c'est bien l'impression authentique que nous donnent les formes de l'architecture primitive, celle par exemple d'une cathédrale comme Saint-Marc, à Venise. Puis après, pour des raisons en somme tout à fait économiques, on se contente de faire des images de cette architecture. On apprend en quelque sorte à peindre l'architecture sur les murs de l'architecture. Et la peinture est d'abord quelque chose qui s'organise autour d'un vide. Et comme il s'agit avec ce moyen moins marqué dans la peinture de retrouver en somme le vide sacré de l'architecture, on essaie de faire quelque chose qui y ressemble de plus en plus, c'est-à-dire qu'on découvre la perspective. Le stade suivant est paradoxal et bien amusant, et montre comment on s'étrangle soi-même avec ses propres nœuds. C'est qu'à partir du moment où l'on a découvert la perspective dans la peinture, on a fait une architecture qui se soumet à la perspective de la peinture. L'art de Palladio, par exemple, rend ceci tout à fait sensible. Vous n'avez qu'à aller voir le théâtre de Palladio à Vicence,
qui est un petit chef-d'œuvre dans son genre. En tout cas, cet art est instructif, il est exemplaire. L'architecture néoclassique consiste à faire une architecture qui se soumet à des lois de la perspective, qui joue avec elle, qui fait d'elle sa propre règle, c'est-à-dire qui les met à l'intérieur de quelque chose qui a été fait dans la peinture pour retrouver le vide de la primitive architecture. À partir de ce moment-là, on est enserré dans un nœud qui semble de plus en plus se dérober au sens de ce vide. Et je crois que le retour baroque à tous ces jeux de la forme, qui sont précisément groupés sous un certain nombre de procédés, l'anamorphose est l'un d'entre eux, par lesquels les artistes essaient de restaurer le sens véritable de la recherche artistique en se servant des lois découvertes de ces propriétés des lignes, pour faire ressurgir quelque chose qui soit justement là où on ne sait plus donner de la tête, à proprement parler, nulle part. Dans le domaine de l'illusion, le tableau de Rubens, qui surgit à la place de l'image, dans ce miroir du cylindre de l'anamorphose, vous donne bien l'exemple de ce dont il s'agit. Il s'agit d'une façon analogique, anamorphique de retrouver, de réindiquer que ce que nous cherchons dans l'illusion est quelque chose où l'illusion elle-même, en quelque sorte, se transcende, se détruit en montrant qu'elle n'est là qu'en tant que signifiante. C'est ce qui rend et ce qui redonne éminemment la primauté au domaine, comme tel, du langage, où là nous n'avons affaire en tous les cas, et bel et bien, qu'aux signifiants. C'est ce qui rend sa primauté dans l'ordre des arts, pour tout dire, à la poésie. C'est bien pourquoi, pour aborder ces problèmes des rapports de l'art à la sublimation, je vais partir de l'amour courtois, c'est-à-dire des textes qui en montrent justement, sous une forme spécialement exemplaire, le côté, si l'on peut dire conventionnel, au sens où le langage participe toujours de cette espèce d'artifice par rapport à quoi que ce soit d'intuitif, de substantiel et de vécu. C'est d'autant plus frappant quand nous le voyons s'exercer dans un domaine comme celui de l'amour courtois, et à une époque où quand même on baisait ferme et dru, je veux dire où l'on n'en faisait pas un mystère, et où on ne mâchait pas les mots. C'est cette espèce de coexistence des deux formes concernant ce thème qui est ce qu'il y a de plus frappant et de plus exemplaire dans ce mode. De sorte que ce que vous faites intervenir là concernant la chose et la non-chose, comme vous dites, la chose bien sûr si vous y tenez, est en même temps non-chose, et à la vérité, le non justement à ce moment, c'est certainement pas individualisé d'une façon signifiante. C'est très exactement la difficulté que nous propose là-dessus la pensée, par Freud, de la notion de Todestrieb. S'il y a un Todestrieb, et si Freud nous dit en même temps qu'il n'y a pas de négation dans l'inconscient, c'est bien là qu'est la difficulté. Nous ne faisons pas là-dessus une philosophie. D'une certaine façon, là, je vous renverrai à la notion que j'ai tempérée l'autre jour, de façon à ne pas avoir l'air de décliner mes responsabilités. Quand je parle de la chose, je parle bien de quelque chose. Mais bien entendu, c'est tout de même pour nous d'une façon opérationnelle, pour la place qu'elle tient dans une certaine étape logique de notre pensée, de notre conceptualisation, dans ce que nous avons à faire. Il s'agit de savoir par exemple si ce que j'ai évoqué hier soir est dénoncé au terme de l'étude de Spitz, la substitution véritable à toute la topologie classique de Freud de termes comme l'ego, car en fin de compte c'est bien ce que cela veut dire, c'est comme ceci que s'organise, pour quelqu'un d'aussi profondément nourri de la pensée analytique que Spitz, les termes de l'organisation psychique. Il est tout de même bien difficile d'y reconnaître cette fonction essentielle, fondamentale,
d'où est partie l'expérience analytique qui en a été le choc et en même temps qui en a été tout de suite l'écho et le cortège. N'oublions pas qu'il a tout de suite répondu à Freud en formant le terme de Das Es. Cette primauté du S est actuellement tout à fait oubliée. D'une certaine façon, pour rappeler ce que c'est que ce S, il n'est pas suffisamment accentué actuellement par la façon dont il se présente dans les textes de la seconde topique. C'est pour rappeler le caractère primordial, primitif de cette intuition, de cette appréhension de notre expérience, que cette année, au niveau de l'éthique, j'appelle une certaine zone référentielle la chose. Jean Laplanche. Je voudrais poser une question sur le rapport du principe du plaisir et du jeu du signifiant. Lacan. Le rapport du principe du plaisir et du jeu des signifiants, si vous voulez, repose tout entier en ceci. C'est que le principe du plaisir s'exerce fondamentalement dans l'ordre de ce qu'on appelle l'investissement, Besetzung, dans ses Barnungen, et il est facilité par ce qu'il appelle les Vorstellungen, et plus encore. Or, ce terme apparaît très précocement, c'est-à-dire que c'est avant l'article sur l'inconscient, et qu'il appelle les Vorstellungsrepräsentanten. C'est en tant qu'il s'agit d'un état de besoin. Chaque fois qu'un état de besoin est suscité, le principe du plaisir tend à provoquer un réinvestissement dans son fond, entre guillemets, puisqu'à ce niveau métapsychologique, il ne s'agit pas de clinique, un réinvestissement hallucinatoire de ce qui a été antérieurement hallucination satisfaisante. C'est en cela que consiste le nerf diffus du principe du plaisir. Le principe du plaisir tend au réinvestissement de la représentation et donne aux Vorstellungen une forme satisfaisante. L'intervention de ce qu'il appelle principe de réalité peut donc être tout à fait radicale, elle n'est jamais qu'une seconde étape. Bien entendu, aucune espèce d'adaptation à la réalité ne se fait que par cette espèce de phénomène de gustation, d'échantillonnage par où le sujet peut arriver en quelque sorte à contrôler, on dirait presque avec la langue, ce qui fait qu'il est bien sûr de ne pas rêver. Ceci est absolument constitutif du nouveau de la pensée freudienne, et d'ailleurs n'a jamais été méconnu par personne, tant qu'on tend à s'apercevoir de ce que cela a de paradoxal et de provoquant d'avoir articulé le fonctionnement de l'appareil psychique sur ce que personne n'avait jamais osé articuler avant lui. L'appareil psychique, tel qu'il est décrit en somme à partir de son expérience, de ce qu'il a vu surgir d'irréductible, du fond des substitutions hystériques, est ceci. C'est que la première chose que peut faire l'homme démuni lorsqu'il est tourmenté par le besoin est de commencer par halluciner sa satisfaction. Et il ne peut rien faire d'autre que contrôler. Par bonheur, il a fait en même temps à peu près les gestes qu'il fallait pour se rapprocher de la zone où cette hallucination coïncide avec un réel approximatif. Voilà de quelle espèce de départ de misère toute la dialectique de l'expérience en termes freudiens, si l'on veut respecter les textes fondamentaux, s'articule. C'est ce que je vous ai dit en parlant du rapport du principe du plaisir et du signifiant. Car les Vorstellungen, d'ores et déjà, à l'origine, ont le caractère d'une structure signifiante.